Cette vidéo regroupe toutes les solutions des exercices sur les machines simples, travail et puissance du dossier de révision de l'examen de juin. Pour trouver l'exercice qui t'intéresse, il te suffit de scroller la vidéo jusqu'à trouver le numéro de l'exercice correspondant, en haut à gauche de ton écran. Un léopard traîne sa proie de 35 kg sur une distance horizontale de 15 mètres. La force exercée par le félin est de 170 N et la direction de cette dernière forme un angle de 35 degrés par rapport au sol. On nous demande de déterminer le travail du poids de la proie, ainsi que celui de la force exercée par le prédateur. Il faut préciser pour chaque type si le travail est moteur, résistant ou nul. Commençons par schématiser la situation. La proie va parcourir dans la gueule du félin une distance de 15 mètres. On nous demande d'étudier deux forces. Premièrement, le poids de la proie et également la force exercée par le félin. Voilà. Donc nous savons que l'angle entre la force exercée par le félin et la distance parcourue vaut 35 degrés. Ensuite, nous connaissons la valeur de la force exercée par le félin sur sa proie, 170 N, et nous connaissons le poids qui est de 350 N. Le premier travail que nous allons déterminer est le travail du poids. Ici, nous remarquons tout de suite que l'angle entre le poids et la distance et le déplacement vaut 90 degrés. Donc, c'est égal au poids fois le déplacement fois cosinus de 90 degrés. Nous savons que 90 degrés, le cosinus de 90 degrés fait 0, donc le travail du poids est de 0 joules. Il s'agit d'un travail nul. Ensuite, on nous demande de déterminer le travail de la force exercée par le félin sur sa victime. Donc, il s'agit de la valeur de la force fois la distance fois le cosinus de l'angle entre la force et la distance. Nous connaissons tout. La force vaut 170 N, la distance est de 15 mètres et nous avons un cosinus de 35 degrés. Nous trouvons donc comme valeur du travail 2088,83 joules. Dans ce deuxième exercice, on nous donne les dimensions d'un tournevis. On demande quelle force faut-il exercer si la force de résistance à la rotation de la vis est de 80 N. La première chose à faire consiste à identifier le type de machine simple. Ici, nous avons un treuil. Nous savons que la formule que nous allons devoir appliquer est force motrice fois distance motrice égale force résistante fois distance résistante. En analysant les données de l'énoncé, nous pouvons trouver la valeur de la force résistante qui est de 80 N. Nous connaissons également le diamètre résistant qui est de 8 mm. Nous devons déterminer la distance résistante, donc le rayon du diamètre résistant. Le rayon est donc égal à 4 fois 10 exposant moins 3 mètres. Et enfin, nous connaissons le diamètre moteur, qui est de 3,2 cm. Nous devons déterminer la distance motrice, donc le rayon. On va donc diviser le diamètre par 2. Et notre distance motrice, exprimée dans les unités du système international, vaut donc 1,6 fois 10 exposant moins 2 mètres. La relation que nous allons utiliser est celle du treuil, force motrice fois distance motrice, égale force résistante fois distance résistante. Ici, nous recherchons la valeur de la force motrice. Nous allons donc l'isoler dans cette expression. La force motrice est égale à la force résistante fois la distance résistante divisée par la distance motrice. Comme nous avons toutes les informations, nous allons pouvoir les remplacer. Nous avons 80 fois 4 fois 10 exposant moins 3 divisé par 1,6 fois 10 exposant moins 2 et nous trouvons comme valeur de force motrice 20 N. Un TGV roule à la vitesse de 306 km/h sur le trajet Paris-Bruxelles. Durant ce trajet qui dure 1 heure et 20 minutes, ces moteurs développent une force de 14 250 N. On nous demande de déterminer l'énergie consommée par le TGV pour réaliser ce trajet. Donc, la première étape consiste à aller relever toutes les données dans cet énoncé. Nous devons maintenant exprimer ces différentes données dans les unités du système international. La vitesse ne s'exprime pas en km/h, mais en mètres par seconde. Nous avons donc 306 multiplié par 1000 mètres
divisé par 3600 secondes. Et nous avons donc comme vitesse 85 mètres par seconde. Ensuite, 1 heure et 20 minutes doit s'exprimer en secondes. 1 heure correspond à 3600 secondes et 20 minutes à 1200 secondes. Nous avons donc un temps de parcours de 4800 secondes. Et enfin, la force s'exprime bien en newton. Nous recherchons ici l'énergie. Nous connaissons la vitesse, le temps et la force. Nous savons que la force et la vitesse permettent de déterminer la puissance. La puissance du train est donnée par la valeur de la force multipliée par celle de la vitesse. Et nous savons également que la puissance est égale à l'énergie sur le temps. En liant ces deux expressions, nous avons donc force fois vitesse est égale à énergie sur le temps. L'énergie consommée par le train est donc donnée par la force fois la vitesse fois le temps. Nous avons donc ici une énergie de 14 250 multipliée par 85 fois 4800 secondes. Et l'énergie consommée par notre train est donc de 5,814 fois 10 exposant 9 joules. Pour entrer dans un bus, Juliette pousse son mari Alphonse, qui se trouve en chaise roulante. La masse totale est de 70 kg. Sur un plan incliné, formant un angle de 10 degrés par rapport à l'horizontale. Les forces de frottement valent 10 newtons. On nous demande de déterminer avec quelle force Juliette doit pousser la chaise pour qu'Alphonse avance à vitesse constante. Dans un premier temps, nous allons venir relever les différentes données de cet énoncé. Il est précisé que la personne se déplace à vitesse constante, ce qui implique que la somme des forces exercées sur la chaise est égale à 0. Nous allons maintenant réaliser le schéma de la situation en y représentant toutes les forces. Donc nous avons une personne sur un plan incliné. Cette personne se trouvant sur Terre, elle possède un poids. Le poids va agir suivant deux directions. Une direction perpendiculaire au plan et une direction parallèle au plan. Le poids va donc se décomposer suivant ces deux directions, et nous trouvons la composante perpendiculaire du poids, ainsi que sa composante parallèle. Comme la personne ne s'enfonce pas dans le plan incliné, nous savons qu'une force normale va également agir, et que cette dernière va s'opposer au poids perpendiculaire. Il est précisé qu'il y a des forces de frottement. Ces forces de frottement s'opposent au mouvement. Comme la personne veut aller vers le haut, les forces de frottement sont parallèles au plan incliné, vers le bas. Et pour finir, pour pouvoir monter la personne, il faut exercer une force vers le haut parallèle au plan incliné, notre force motrice. Comme nous savons que toutes les forces appliquées sur la personne s'annulent, nous pouvons dire que la somme des forces appliquées sur l'axe parallèle est égale à 0 et que la somme des forces appliquées sur l'axe perpendiculaire égale 0. Nous allons maintenant faire le bilan des forces sur notre axe parallèle. Nous retrouvons trois forces. D'une part, la force motrice, d'autre part, le poids parallèle, et enfin, les forces de frottement. La somme de ces trois vecteurs est égale à 0. Nous fixons un sens pour étudier notre axe parallèle. Nous allons considérer que toutes les forces qui vont vers le haut sont positives. Par conséquent, celles qui vont vers le bas seront négatives. Nous avons donc la force motrice qui est positive, plus le poids parallèle qui lui est négatif, donc moins G parallèle, plus les forces de frottement qui vont également vers le bas, donc elles sont aussi négatives. Moins force de frottement égale 0. Nous retrouvons la relation suivante. Force motrice est égale à poids parallèle plus force de frottement. Nous recherchons la force motrice et nous connaissons déjà les forces de frottement. Nous allons donc devoir calculer l'intensité de la composante parallèle du poids, et nous la trouvons via la relation sinus alpha fois G. Nous trouvons donc que le poids parallèle vaut 121,55 newtons.
Ensuite, maintenant que nous avons cette valeur, nous allons pouvoir calculer la force motrice. La force motrice est égale à la composante parallèle du poids, donc 121,55 N, plus la valeur des forces de frottement 10 N, et nous trouvons donc comme force motrice 131,55 N.